Alors, pour continuer dans l'accroissement de la complexité, une des choses pour lesquelles on utilise beaucoup ces FPGA, c'est faire du traitement de données à très haut débit. Alors, ça peut être vraiment du traitement de données en soi, ça peut être aussi du routage. Donc, typiquement, dans un routeur à haut débit, vous aurez assez facilement une FPGA qui va pouvoir récupérer 10 liens à 10 gigas pour transmettre à 10 autres liens à 10 gigas avec un routage qui nous intéresse au milieu. Un processeur n'est pas capable de gérer ça, d'accord? Un ASIC, c'est un peu trop figé, et donc les FPGA sont de très bons candidats pour ça. Alors, ces liens série, c'est des liens qui vont être proposés, qui sont physiquement dans la FPGA, donc il y a certaines pattes qui sont spécialisées pour ça, avec typiquement, pour y avoir du 32 gigabits par seconde par lien, ce qui est quand même assez conséquent. Et ça va permettre de supporter différents protocoles. Il y a de ça une dizaine d'années, le monde était parallèle. On avait des bus parallèles pour accéder à des imprimantes. À l'heure actuelle, tout est série. Que ce soit du PCI Express qui est en lien série, l'USB, du eSATA, Gigabit Ethernet. Maintenant, on a des nouvelles mémoires carrément qui ne sont plus des mémoires parallèles. La DDR 2, 3, 4, c'est des bus parallèles. Maintenant, on a des mémoires série, par exemple les Hybrid Memory Cube, HMC. Il y a d'autres types de mémoires HBM qui sont aussi basés sur des liens série qui permettent en fait d'être plus rapides, avec notamment des liens en parallèle. C'est assez intéressant. Et donc, il faut pouvoir supporter ça. Clairement, sur une patte standard d'un circuit, vous n'allez pas forcément pouvoir faire passer du 32 gigabits seconde. Donc il y a des pattes particulières. Et puis, déjà en dur, différents éléments qui sont proposés. Parce que quand vous faites du traitement comme ça avec des liens à très haut débit, vous n'allez pas, dans votre logique, envoyer un bit à 32 GHz. Votre FPGA ne fonctionne pas à 32 GHz. Vous allez peut-être fonctionner à 250 MHz. Donc vous travaillez sur un bus parallèle. Et de ce bus parallèle, vous allez pouvoir, tous les cycles d'horloge, envoyer un certain nombre de données en parallèle qui vont ensuite être sérialisées pour être envoyées sur les sorties différentielles. Alors, notamment sur ces pattes de sortie, c'est des pattes particulières qui doivent supporter ces très hautes fréquences. On va aussi utiliser des liens, des paires différentielles. En fait, on ne peut pas sortir ça juste sur un seul fil. C'est vraiment des paires différentielles qui sont utilisées. Donc, dans la FPGA, on aura typiquement ces éléments-là. Donc, pour sortir de la FPGA, on va aller dans ce sens-là. Et puis, pour re-rentrer, on va arriver dans ce sens-là. Pour sortir, typiquement, ce qu'on aura à disposition, c'est déjà de l'encodage possible. Parce que typiquement, si vous envoyez 8 bits, vous allez faire de l'encodage 8B, 10B, qui va faire que ces 8 bits vont devenir 10 avec un peu de redondance pour pouvoir faire de la détection d'erreur. Ça pourrait être du 64 bits, du 64-66, d'accord, c'est des choses qui existent aussi. On a typiquement des FIFO qu'on retrouve à l'intérieur, de la gestion de polarité, différentes choses. Et puis dans l'autre sens, quand on récupère une information, enfin récupère ces très très hautes fréquences en série, là, il y aura aussi des différents éléments déjà existants. Détection de coma, donc ça c'est détecter des caractères particuliers, des patterns particuliers dans ce lien série, qui va me permettre de synchroniser en fait, parce qu'on n'a pas la même horloge que l'émetteur, et donc on utilise le signal qui arrive pour synchroniser et créer une horloge. Donc typiquement détection de certains caractères, ensuite décodage 8B, 10B, donc on passe de 10 à 8 typiquement. Ensuite un petit buffer élastique, parce que il faut qu'on puisse remplir un buffer qui sera accessible ensuite par la FPGA. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont déjà présentes. Dans certains FPGA, vous avez déjà carrément l'IP PCI Express à l'intérieur, en dur. Vous n'avez pas besoin de la programmer, elle est déjà offerte telle qu'elle. Donc ça s'utilise beaucoup. Très très clairement. Un des soucis, c'est de faire des cartes ensuite qui tiennent le coup, parce que envoyer du 30 gigabits seconde sur des paires différentielles, il faut quand même faire sa carte un peu correctement. Un petit mot sur les radiofréquences. Donc on utilise maintenant beaucoup aussi les FPGA pour faire de la transmission radio, parce que du coup vous pouvez implémenter votre propre protocole en hardware, d'accord, pour des gens qui font du full custom. Donc ça, c'était en 2017, donc c'est là 3 ans, que Xilinx a annoncé un nouveau chip RF SOC spécialisé justement pour la 5G. Il se profile en fait dans ce circuit-là, avec une technologie à 16 nanomètres. Et puis, typiquement, ce qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est directement des convertisseurs ADDA à très haute fréquence, d'accord, pour pouvoir spécifiquement attaquer ce marché de la radiofréquence, avec en plus à l'intérieur du quad-core ou du dual-core ARM, d'accord, pour pouvoir faire du logiciel avec la partie hardware où on fera la modulation des modulations.
Un petit mot encore sur les horloges. Dans ce cours, on a déjà parlé du fait on allait faire du développement avec l'idée d'avoir une horloge qui rythme tout le monde. On a vu aussi qu'on pouvait assez facilement avoir différents domaines d'horloge. D'accord? Il fallait faire un petit peu attention. Donc, ce qu'on a à l'heure actuelle dans la FPGA, on a la possibilité d'avoir plusieurs domaines d'horloge. On a typiquement des FIFO asynchrones qui nous sont offerts, qu'on peut utiliser pour passer d'un domaine d'horloge à l'autre. D'accord? Ça marche très bien. Et puis du coup, ben, vous pouvez avoir des bouts de système qui fonctionnent à différentes fréquences d'horloge. Et donc on se retrouve avec des architectures de ce type-là où vous avez un bout du système qui fonctionne avec une certaine fréquence, on lui amène en fait une horloge, et ensuite on a un arbre d'horloge qui tient la route, là un autre avec son propre arbre d'horloge aussi, donc ils ont dû en fait adapter leur architecture pour n'avoir pas qu'une horloge qui rentre et qui est distribuée partout de manière uniforme, mais pouvoir gérer plusieurs horloges comme ceci. Donc ça s'utilise beaucoup. C'est vraiment très très fréquent à l'heure actuelle d'avoir plusieurs domaines d'horloge dans un même système. Une chose qui se fait aussi, c'est éviter de tout redévelopper from scratch. Il y a des gens qui ont déjà fait des UART, il y a des gens qui ont déjà fait des FFT par exemple. Ça ne vaut pas forcément toujours la peine de tout redévelopper soi-même, à moins qu'on en ait vraiment besoin. Donc que ça soit chez Xilinx ou chez Intel, vous avez des librairies, des bibliothèques qui sont offertes ou que vous payez en fait en fonction de ce qui de, ben, de la complexité ou de qui a réalisé la chose. Donc là, en l'occurrence, c'est chez Xilinx, c'est un outil qui s'appelle Core Generator, où vous avez différents types d'éléments. Typiquement, ça peut être des éléments de base, des éléments pour la communication, des éléments pour faire des maths, des éléments mémoire, où vous trouvez des FIFO, des mémoires CAM, etc. Et donc, vous avez en général l'idée d'avoir un wizard qui vous permet de customiser un IP particulier et ensuite, ben, ça vous génère le code que vous pouvez utiliser dans votre système. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ben, voilà, on ne va pas redévelopper from scratch plein de choses qui existent déjà et qui ont déjà été validées. Donc ça se fait beaucoup aussi, d'utiliser des IP, donc pour Intellectual Properties, qui sont libres de droit pour passer le monde entre elles, et puis certaines qui peuvent être vendues. Typiquement, si on a du USB 4 qui arrive un jour, et ben, des gens vont vendre des IP USB 4 que vous pourrez utiliser dans votre système, parce qu'eux auront dépensé 100 000 francs pour développer cet IP-là, et donc ensuite ils vont le vendre 20 000 francs pour financer l'USB 5. Je reviens ici sur la reconfiguration partielle, là, que je vous avais mentionné un peu avant. Donc là, c'est l'idée de pouvoir reconfigurer une partie seulement de la FPGA. Donc typiquement, ce qui s'est fait pendant longtemps, c'est que la FPGA, en fait, on la voyait comme des colonnes. Et en fait, on pouvait reconfigurer une colonne entière ou des colonnes entières pendant que le reste du système fonctionne correctement. À l'heure actuelle, dans les FPGA qui offrent ceci, ben, on peut en général définir carrément des zones rectangulaires que l'on va pouvoir reconfigurer. Il faut évidemment pas faire n'importe quoi parce qu'il ne faudrait pas connecter n'importe quoi avec n'importe quoi parce que s'il y en a deux sorties connectées entre elles, ça s'appelle un court-circuit et votre circuit va chauffer et il va pas bien se porter. Donc au départ, les premiers outils qui permettaient de faire ça, c'était début des années 2000, où là, dans la documentation, il y avait des warnings partout en disant bah, si vous faites n'importe quoi, vous allez griller votre circuit, on n'est pas responsable. Maintenant, ils ont quand même pas mal bossé et on nous garantit en théorie que tout va bien se passer, d'accord? Mais c'est des choses un peu plus compliquées à mettre en place. Mais c'est intéressant de pouvoir dire voilà, je crée une librairie de composants qui seront interchangeables. Donc on a développé notamment un système comme ça pour une entreprise dans le cadre d'un projet InnoSuisse qui leur permet d'avoir une grande flexibilité en fait d'utilisation d'une FPGA. Alors là, un tableau que je vais zoomer un peu, il date de août 2017 celui-ci, donc ça a évidemment un peu évolué depuis en 2020. Là, ça vous présente différentes familles de chez Xilinx de l'époque. C'est intéressant, donc le tableau actuel aurait des chiffres légèrement différents, mais on retrouve ces mêmes tendances, avec des versions bas de gamme, donc là c'est les Spartan 6 à l'époque, qui en termes de cellules logiques, on avait 150 000 cellules logiques, et vous montiez jusqu'au Virtex Ultrascale avec 4,5 millions de cellules logiques. D'accord? Ce qui est pas mal. Les blocs RAM, donc la mémoire en interne, on était à 130 mégabits de mémoire qui était programmable en taille assez efficacement. Les DSP, donc pour faire des multiplications, on voit que ben là,
Sur les ultrascale, on avait 2800. Dans les Kintech ultrascale, 5000, plus de 5000 éléments multiplicateurs, donc de quoi faire vraiment du calcul à très, très haute performance. Et transceiver, donc c'est ces liens haut débit, jusqu'à 120 transceivers à 32 gigabits seconde pour un débit total de, en l'occurrence, 5, en gros quasiment 6 terabits seconde. Alors en gros, vous n'avez pas beaucoup d'applications qui vont exploiter ça. C'est pour dire que voilà, on a des débits qui peuvent être très 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 conséquents. Typiquement, pour du PCI Express, déjà les interfaces existantes pour du PCI Express Gen 3. D'accord, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, c'est déjà offert. Des pattes, un certain nombre de pattes, en l'occurrence jusqu'à 1500 pattes exploitables. D'accord, et puis des voltages un peu différents en fonction du circuit utilisé. La configuration AES ici, c'est l'idée de pouvoir crypter le bitstream de configuration, de telle manière à ce qu'on ne puisse pas, puisqu'au lancement du système, on doit configurer la FPGA. Si on passe en clair tout le bitstream, on pourrait faire du reverse engineering pour retrouver la fonctionnalité en fait du système. Donc là, on est capable de crypter ça, d'encoder ça correctement. Donc voilà, ça c'est des chiffres qui évidemment évoluent chaque année, mais on reste un peu dans ces ordres de grandeur qui deviennent juste un petit peu plus grands chaque année. Maintenant, pour gérer ces FPGA, il faut des outils. Donc, vous avez l'occasion d'utiliser les simulateurs à la QuestaSim pour simuler le système. On a besoin de synthétiseurs qui va prendre typiquement notre code VHDL pour en faire une liste de portes connectées entre elles, un schéma logique en fait. C'est comme si on avait du VHDL qu'on transformait en logisim en fait d'une certaine manière. Après, à partir de ça, on va faire du placement, c'est-à-dire que on doit prendre ces éléments logiques et puis les mettre dans des lookup tables, puisque c'est des lookup tables qu'on aura réellement dans la FPGA. Et donc, il faut choisir comment répartir ça au plus efficacement dans les lookup tables. Ça, c'est le placement. Et finalement, on a le routage, où là, c'est les lookup tables. D'une part, dans la partie placement, on a choisi dans quel lookup table mettre les choses, et ensuite choisir où mettre ces lookup tables dans la FPGA. En disant, des lookup tables qui vont partager des éléments où la sortie de l'une sera l'entrée de l'autre, ça serait assez pertinent de les mettre l'une à côté de l'autre, et pas à un endroit et à un autre du circuit. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a le routage qui va être arriver à router les fils, donc configurer tous les switches de routage pour pouvoir ramener les signaux d'un endroit à un autre dans le système. Et c'est ces deux éléments-là, le placement et le routage, qui peuvent facilement prendre des heures. C'est pas rare d'attendre 5 heures en fait qu'un placement routage se fasse pour une FPGA assez conséquente qu'on aurait plutôt beaucoup rempli. Donc là juste un petit mot sur justement ce placement routage qui est assez délicat, sachant que le synthétiseur, à l'époque on utilisait un outil pour le synthétiseur et puis ensuite un autre pour le placement routage. Le placement routage est évidemment très dépendant de la technologie qu'on a dessous, du FPGA qu'on a. Donc les outils de placement routage dépendent clairement du vendeur. Donc on a les outils de Xilinx, de l'autre côté des outils de Intel. Maintenant la synthèse, on peut avoir une synthèse générique. Il se trouve que maintenant les outils des vendeurs englobent un synthétiseur et qu'en général ça suffit. Donc on n'a pas besoin d'avoir un synthétiseur particulier. Là, je vous montre un petit exemple ici avec l'idée que le bleu foncé représente des blocs qui sont réellement utilisés. Et puis les blocs blancs, c'est les blocs qui ne sont pas forcément utilisés. Donc on pourrait avoir un placement comme ça un peu éparse qui pourrait potentiellement fonctionner. Mais après, si on est bon, si on a des bons outils de placement routage, tout ça, on va pouvoir l'optimiser en remplissant mieux nos blocs et du coup en réduisant aussi le routage, qui fait que si on réduit le routage, d'une part, on aura moins de problèmes de congestion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on a pu placer tous les éléments, on ne peut pas forcément tous les connecter. Donc, vous pouvez avoir un routage qui n'arrive pas à se faire parce qu'on a une trop grande densité d'éléments. Et donc, si on arrive à compacter les choses, on laisse de la place pour d'autres choses, ce qui est pas mal. Et on réduit le routage aussi. Et si on réduit le routage, c'est qu'on va aussi augmenter la fréquence de fonctionnement. La fréquence de fonctionnement, on a toujours dit que c'était lié au chemin le plus long, chemin combinatoire le plus long. Donc ça c'est vrai, il faut traverser tous ces transistors pour faire nos fonctions logiques. Maintenant, dans les FPGA actuelles, qui sont devenues tellement petites, on se retrouve avec le fait que, d'une part, il y a le délai des transistors, et d'autre part, il y a le délai sur les fils. Le fait d'amener un élément d'un endroit du circuit à un autre, ça a un coût, parce qu'il faut traverser tous les switches, etc. Et donc, il y a de cela une 10-15 d'années, mais en gros, les délais sur les fils étaient assez négligeables par rapport aux délais qu'on avait dans les transistors. Maintenant, les transistors sont devenus de plus en plus rapides,
donc il y a moins de délais dans les transistors, et les FPGA sont devenus plus gros, donc il y a plus de délais sur les fils. Et donc vous avez assez facilement 50% du temps de propagation qui est lié au transistor et 50% qui est lié au routage. Et ça, c'est assez délicat parce que autant, quand on a parlé de décomposition et de comment est-ce qu'on peut réarranger certaines choses, autant on peut réarranger certaines choses sur le plan logique, autant on n'a pas tellement de contrôle sur le routage. Et donc, c'est assez délicat, suivant quoi, d'arriver à faire que, ben, malgré le fait que fonctionnellement ça allait et qu'on peut difficilement réduire la partie logique qui est très faible, le routage explose et pose problème. Voilà, donc ces outils de placement routage, c'est des outils qui sont très complexes à mettre en place aussi. On est dans de l'optimisation, c'est un problème qui est NP complexe et qui donc nécessite passablement de calcul. Donc voilà, typiquement en termes de flux de développement, donc on va se retrouver avec faire du codage, de la simulation fonctionnelle, potentiellement de la vérification formelle aussi, on a vu ça dans ce cours. Ensuite, on fait de la synthèse, potentiellement on pourrait refaire de la simulation post-synthèse, qui sera un petit peu plus proche du modèle final, mais qui va prendre beaucoup de temps. Ensuite, on a le placement, le routage. On peut faire de la simulation post-routage. Ça, comme j'ai déjà mentionné, on ne va pas le faire pour des projets standards. On va plutôt appliquer une bonne méthodologie synchrone de la simulation fonctionnelle. On va considérer que c'est bon comme ça. La simulation post-routage sera très, 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 très lente. C'est des choses qu'on va mettre en place si on est dans le domaine spatial ou dans le domaine médical, parce qu'il faudra vraiment prouver que le système fonctionne parfaitement. Mais dans les systèmes standards, on ne le fait pas tellement. Et puis ensuite, l'intégration, et puis des tests réels pour potentiellement recommencer la boucle, sachant que les tests réels sont en général des tests système, puisqu'on peut difficilement aller accéder à tout ce qu'on a à l'intérieur de manière assez agréable. Ce n'est pas tellement jouable. Voilà, donc, en conclusion, sur ces FPGA, on voit que c'est un bon trade-off entre un ASIC et un CPU. Ça va permettre de gérer beaucoup de données de manière très rapide, typiquement dans des routeurs, faire du traitement très très conséquent sur des données, d'accord, ça sera très efficace. Ça sera utile aussi pour économiser de l'énergie potentiellement, puisque en gros pour un même traitement, une FPGA consommera moins qu'un CPU qui est trop généraliste d'une certaine manière. À un moment donné, si vous voulez réduire votre consommation énergétique, vous pouvez utiliser une FPGA. Évidemment, ça va prendre du temps de développement, mais après, à l'exploitation, ça sera quelque chose qui sera plutôt efficace. Ça va s'utiliser aussi pour prototyper un futur ASIC. Quand on réalise un ASIC, à ce moment-là, on va commencer par faire un système sur FPGA pour vérifier que tout va bien avant de réaliser l'ASIC réellement. Voilà, donc à l'heure actuelle, les FPGA s'utilisent beaucoup pour le routage, de plus en plus pour faire du calcul. On les retrouve dans les data centers. Microsoft a des FPGA dans ses data centers pour faire du ranking de pages. Ça leur a permis de diviser par deux la facture électrique dans ces serveurs-là, et puis de diminuer la latence de traitement, et donc une meilleure expérience utilisateur au final. Donc voilà, les FPGA sont une sorte d'avenir de l'informatique, d'une certaine manière. Il faut juste arriver à les programmer correctement, avec du VHDL, avec du système Verilog potentiellement. Ça peut être aussi utiliser du HLS, des choses qu'on n'a pas présentées en fait dans ce cours. À l'heure actuelle, le problème c'est qu'il faut savoir faire du VHDL et puis ça prend du temps et que c'est compliqué. Vous avez eu l'occasion de mettre ça en pratique. Donc maintenant on a des outils HLS pour High Level Synthesis qui permettent de développer en un langage plus haut niveau, qui pourrait être du C, du C++ ou d'autres langages, et ensuite de générer automatiquement du code synthétisable. Donc ça c'est des choses qui se font de plus en plus parce que du coup ça nécessite beaucoup moins de connaissances hardware, des connaissances que vous avez mais qu'un ingénieur logiciel n'aurait pas. D'accord. Et donc là, il y a toute une grande partie de l'industrie et de l'académique qui avance dans ce sens-là pour rendre les FPGA plus facilement programmables. Pas passer des mois et des mois à développer quelque chose, mais avoir au moins un prototype correct dans un temps raisonnable qu'on pourra ensuite customiser un petit peu plus, mais avec quelque chose de beaucoup plus automatisé. Voilà, donc ça pourrait mériter un cours en soi complet. D'accord. Sachez que ça existe, qu'on peut faire du C qui va être traduit en VHDL. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, d'accord? On ne peut pas tout se permettre. Il faut savoir comment le matériel fonctionne pour faire les choses bien. Mais c'est un trend à l'heure actuelle au niveau FPGA. Donc voilà. Euh, Avec ça, vous avez passablement d'infos sur la mouvance FPGA, la complexification et puis les outils qu'on utilise pour les exploiter.